Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire touche à tout, journaliste, consultante et cofondatrice de VetoJob. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. Avertissement. Cet épisode aborde les questions de la dépression et du suicide. Veillez à l'écouter dans de bonnes dispositions. À Jon, et à toutes nos consoeurs et confrères touchés directement ou indirectement par la dépression et le suicide. Vous êtes sur la partie 2 de l'épisode 42. Cet épisode est divisé en 2 parties, et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à écouter d'abord la partie 1. Sinon, voici la suite de mon entretien avec Delphine. Et ce psychiatre que tu vois, tu lui parles de ses idées noires ? Oui. J'en ai vu une première que j'avais trouvée sur les pages jaunes, qui était proche de chez moi, avec qui ça s'est hyper mal passé parce que alors à l'époque j'étais pas du tout familière des courants et de psychanalyse ou psychologue, enfin je connaissais pas du tout ça. Et je pense qu'elle était dans la branche psychanalyse parce que du coup son interrogatoire était pas du tout ce que je m'attendais et me paraissait pas du tout approprié. Donc la première et seule séance qu'on a faite ensemble, elle m'a fait parler que de ma famille, de mes ascendants. Oui, donc de ma grand-mère. presque de la psychogénéalogie, quoi. Voilà. Et du coup, je voyais pas le rapport. Et puis là, j'étais hyper mal en point cette fois-là. Je lui avais dit que j'avais des idées noires et tout ça. Et elle avait été très brutale avec moi. Déjà pour des choses pratiques où rien que de prendre un rendez-vous pour la fois suivante, où je lui donnais mes disponibilités qui étaient faibles, parce que ça aussi c'est un problème quand on est vétérinaire pour avoir un rendez-vous, quand on finit tard et on n'a souvent pas de jour en semaine. Enfin là en l'occurrence, comme j'étais à mon compte, j'avais peu de disponibilité dans les heures classiques de consultation. Les disponibilités que je lui donnais, ça collait pas. Donc elle me disait oui, il y a un moment, si vous voulez vous faire soigner, va falloir que vous fassiez un effort. Enfin, elle me parlait comme ça en fait, l'air de dire si vous trouvez pas de temps pour venir, c'est que vous avez pas envie. Enfin, c'était un discours comme ça, pas du tout bienveillant et où vraiment ça m'avait vraiment refroidi. Et puis je me souviens d'un autre truc qu'elle m'avait dit qui m'avait beaucoup choquée, c'est que du coup elle m'avait demandé donc pour mes grands-parents, et puis je lui explique que ma grand-mère paternelle s'est suicidée et que je l'avais appris, enfin qu'il y avait eu comme un secret en fait, et que mes parents me l'avaient dit. Je l'avais découvert vraiment par hasard très tardivement parce qu'ils m'avaient dit qu'elle était morte dans un accident de voiture parce que il s'était dit que j'étais trop petite. Je pense que je devais avoir 5-6 ans à l'époque et du coup ils m'avaient pas dit la façon dont elle était morte, sauf qu'ils ont oublié après qu'ils m'avaient menti en fait. Et du coup ils m'avaient jamais redit et je l'ai découvert à un moment donné. On était en voiture avec mon frère et puis voilà, et puis c'est sorti, et puis là je leur ai dit mais quoi, elle est pas morte dans un accident de voiture? Et ça m'avait choquée en fait, d'être la dernière à l'apprendre et de l'apprendre de cette façon. Et j'avais raconté ça à la psychiatre, et puis elle m'avait demandé pourquoi elle s'était suicidée, et je lui avais dit que j'avais pas trop demandé de détails, et puis elle m'avait dit mais c'est bizarre, pourquoi vous avez pas demandé, c'est vraiment très bizarre. Enfin elle jugeait en fait. Oui, d'accord, ouais. Et du coup c'est un peu hors sujet par rapport à ton état du moment, quoi. Mais bien sûr, c'était pas du tout ça le problème, donc j'étais très perplexe. Et puis en fait le hasard a bien fait les choses, c'est qu'elle m'a recontactée pour me dire qu'elle annulait mon rendez-vous. Et heureusement, parce que je pense que sinon, comme j'étais un bon petit soldat, j'allais quand même y aller, alors que visiblement c'était pas quelqu'un qui allait me convenir, quoi.
Et après ça, donc j'ai trouvé une autre psychiatre qui était extraordinaire. Enfin, où vraiment c'était tout ce qu'il me fallait, quoi. Elle avait une très bonne écoute et puis elle a identifié tout de suite tout ce qui allait pas en fait. Euh, donc notamment, moi à l'époque, je me souviens que la toute première fois où je l'ai vu, je lui ai dit que je savais qu'il fallait que je quitte mon conjoint, mais que j'étais dépendante de lui. Donc par rapport à mon état émotionnel où je me sentais pas de vivre seule et que j'avais l'impression que c'était grâce à lui que je vivais finalement. Alors après, il y avait tout ce problème d'emprise, hein, parce que il a tout fait pour que je me mette dans ce conditionnement-là. Et elle m'avait dit, vous êtes dépendante de lui autant qu'il dépend, enfin, en gros que lui aussi il dépendait de moi. Elle m'a dit ça la première séance, mais je l'ai pas compris, je la croyais pas. J'ai dit mais non, il dépend pas de moi, lui il va très bien sans moi. J'avais pas du tout compris et en fait, avec très peu d'éléments, elle avait déjà compris que j'étais sous emprise. Et du coup, elle m'y a amenée, mais ça a pris très longtemps, ça a pris 6 mois avant que je me réveille enfin. Mais et du coup, son approche était vraiment top parce que jamais elle me jugeait. En fait, elle m'amenait sur la voie par des questions. Elle voyait, enfin ouais, j'avais l'impression qu'on était rentrés en résonance et elle avait beaucoup d'empathie pour moi. Et que Donc ça, c'est vraiment, l'aspect psychothérapie que tu fais avec ouais. elle. Est-ce qu'elle te propose un traitement médicamenteux? Alors en fait, bizarrement, c'était une psychiatre qui ne prescrivait pas de médicaments. Elle m'a dit allez voir votre médecin. Du coup. D'accord. Donc il m'avait prescrit. Oui, oui, enfin, moi j'y allais un peu pour ça. Et en fait, elle m'a dit non, moi je veux pas le voler. Donc ouais, je sais pas pourquoi c'était comme ça, mais en tout cas, pour moi, elle jouait le rôle de psychologue en fait. Hein. Ça Oui, c'était d'accord. C'était vraiment vraiment de la que de psychothérapie de l'écoute. Hein. Ouais, ouais. soutien. Voilà, c'est ça. Et du coup, ouais, enfin vraiment, enfin, je lui avais dit même à la fin, la dernière séance, je lui ai dit vous m'avez sauvé la vie, quoi. Et donc j'avais consulté une première fois, et puis quand j'ai senti que je redégringolais en 2019, j'avais repris rendez-vous avec elle, et en fait j'ai annulé mon rendez-vous. Donc si ça se trouve, je serais pas passée à l'acte en fait si j'avais été la voir. D'accord. Et juste pour en revenir à avant, donc, et ton médecin généraliste, il te met un traitement médicamenteux ou t'es sans Alors traitement? non, pas à l'époque. En fait, la toute première fois où je l'ai vue, en fait, j'ai pas eu de traitement du tout. Et puis ça a été, j'ai retrouvé le sommeil, j'ai retrouvé l'appétit, juste en lui parlant en fait. D'accord, ok, ok. Euh, Donc au moment et où tu on passes à avait, l'acte, tu n'es pas traité non non, par des j'étais plus antidépresseurs. suivie parce que en fait, j'avais Et tu arrêté n'étais d'un plus commun suivi. accord. Hein. Oui, d'accord. Euh, enfin, elle m'avait dit que elle trouvait ça ok qu'on arrête et qu'elle était là si j'avais besoin, mais voilà, enfin, j'ai pas arrêté comme ça, moi, brutalement, mon propre chef. Enfin, ça a été fait correctement, quoi. Et Même si lorsque... j'étais encore avec mon ex, mais ouais, Oui. je pense elle avait senti qu'elle pouvait pas plus m'aider et que, je sais pas ce qu'elle s'est dit. Ça m'intéresserait de savoir maintenant, mais je sais pas comment elle a analysé toutes les choses. Et lorsque tu replonges en 2019, pourquoi tu annules ce rendez-vous? Je, je pense que j'avais peur, je sais pas. Je pense que j'allais tellement mal. Alors, je pense aussi que le fait de rechuter, de me rendre compte, parce que ça avait été dur quand même, ces 6 mois que j'avais passé à aller la voir et tout ça. J'avais plus la force, en fait, de Oui, tu avais recommencer. gratté beaucoup de choses. Ouais, mais pas tout. Enfin, ça, je l'ai appris après, mais on n'avait pas tout gratté, quoi. Il y avait plein de choses que j'avais pas découvert à l'époque. Et ce qui m'a fait vraiment plonger encore davantage en 2019, donc c'est le fait que du coup j'étais supposée reprendre le cabinet toute seule. Donc mon associé était supposé Sur le donc départ. j'étais supposée racheter ses parts. Donc je me retrouvais du coup avec une salariée vétérinaire, une jeune vétérinaire du coup que j'avais embauchée pour compléter mes horaires et pas me retrouver à travailler tout le temps. Et du coup ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai dû faire le deuil en fait du fait que ce serait plus comme avant et que quand j'ai créé pour qu'on soit à deux, pour échanger sur des cas où on se stimulait intellectuellement, où on partageait quand même mine de rien, même si j'avais l'impression que j'en faisais plus au niveau administratif, au niveau des tâches de gestion qu'elle,
et ben elle en faisait quand même. Et mine de rien, de me retrouver à faire énormément de gestion, à former les autres, parce que pareil, la vétérinaire, il fallait que je la forme aussi. Donc ça me faisait beaucoup de charge mentale, en fait, beaucoup trop. Vu mon état d'épuisement, c'était beaucoup trop, quoi. Et là, j'ai plongé. Donc suite, enfin, ce qui m'a vraiment fait dégoupiller, ça a été une formation format veto pour la PCR. D'accord. Où pour ceux qui n'ont jamais fait, en fait, ça se limite pas à aller aux règles de radioprotection. La formatrice, en fait, comme son activité annexe, c'est aussi d'épauler les vétos qui ont des contrôles par l'inspection du travail ou la médecine du travail ou des choses comme ça. En fait, elle les aide à mettre leur dossier administratif en ordre. Et ça fait qu'elle passe les 2 jours de formation à expliquer tous les cas compliqués qu'elle a eus, toutes les erreurs qu'ont fait les gérants, qu'elle a dû rattraper après, tout ce qu'on risque, tout l'aspect vraiment réglementaire si on devait faire tout dans les règles. Parce que très peu de vétos, enfin, je m'en suis rendu compte avec tout le recul que j'ai, avec toutes les cliniques où j'ai travaillé. Je pense pas avoir déjà travaillé dans une clinique qui est en ordre réglementairement, parce qu'il y a tout un tas d'affichages à avoir dans la salle de pause, interdit de fumer, interdit de ceci, interdit de cela, des numéros, des médecins à jour, des choses comme ça. Et en fait, elle nous assène pendant 2 jours toutes les obligations réglementaires. Et du coup, bah, le but de cette formation, c'est de nous dire, bon, bah, voilà ce qu'il vous reste à faire. Et en fait, en voyant que j'étais pas dans les clous, enfin, en l'écoutant parler, je me disais, oh là là, mais il y a rien qui va, je fais rien comme il faut. Et en fait, je pense que tous les autres dans la salle aussi, ils sont pas en ordre. Mais du coup, moi, ça me, ça me dépitait, quoi. Je me disais, mais je vais jamais y arriver toute seule. Tu t'es sentie complètement submergée Ah par ouais, ouais. la dose de choses à faire. Ah voilà, c'est ça. Et je me souviens que au niveau de mon cerveau, ça allait pas du tout non plus. Donc je mangeais rien. Enfin, on avait les repas compris. J'étais incapable de manger le midi. Pour moi, c'était une épreuve de manger avec les autres parce qu'il fallait faire comme si de rien n'était. Puis il y avait des gens de ma promo en plus que j'avais pas vu depuis des années. Et puis il fallait que je donne le change, du coup, que je fasse comme si tout allait bien, que je dise ah bah oui, je viens de me séparer de mon associé, mais tout va bien, tout baigne. Alors trop d'énergie, quoi. À l'intérieur, j'étais morte à l'intérieur. Et il fallait que je fasse comme si tout était génial. Donc c'était une horreur. Et du coup, on avait un petit examen à la fin de cette session. Et je me souviens que c'était un truc qui me stressait vraiment anormalement, parce que j'avais l'impression que j'avais la tête vide. J'avais vraiment le cerveau qui était bloqué et je perdais complètement mes moyens. Et même si tu m'avais demandé 2 plus 2, ça fait combien, j'aurais pas su te répondre, tellement j'étais anesthésiée du cerveau, quoi. Vraiment. Et je me souviens que je regardais sur mes voisins. Enfin, j'étais paniquée. Enfin, c'était l'horreur, quoi. En plus d'avoir un examen à passer à la fin, c'était la cerise sur le gâteau. Et puis je l'ai réussi quand même, mais vraiment c'était ça m'a vidé complètement. Enfin, j'avais déjà plus trop d'énergie, bah là c'était et du coup je suis passée à l'acte le mardi qui suivait. La formation c'était jeudi vendredi. J'ai passé le week-end. Je me souviens qu'un truc très important aussi, c'est que je pouvais pas le faire. Alors, c'était impossible pour moi de le faire à ma clinique parce que je voulais pas que ce soit Tes je voulais salariés pas que ce soit mes collègues qui me trouvent, parce que enfin, j'avais beaucoup d'affection. Enfin, j'ai toujours beaucoup d'affection pour elle, et je voulais absolument pas que ce soit elle qui ait ce trauma-là, en fait, de voir. Bien sûr. J'imagine même pas ce que ça doit faire, en fait, de trouver quelqu'un de mort. C'est Je quand pense même que c'est quelque chose d'effectivement très traumatisant. Donc pour moi, c'était inenvisageable. J'avais réfléchi à plein de choses, hein. Donc ce que j'ai pas dit aussi, c'est que depuis, ça faisait des mois que j'avais une bouteille de Tazol chez moi avec ce qu'il fallait, quoi. Je m'étais déjà entraînée à me poser des cathéters. Enfin, j'avais des envies de passage à l'acte, j'en avais déjà eu plein, hein. Enfin, où j'avais pas été au bout, mais je m'étais dit, est-ce que j'y arrive? Est-ce que j'arrive à le faire toute seule? Et en fait, j'avais ça à la maison parce que je me disais, si un jour c'est trop dur, au moins j'ai ce qu'il faut. Enfin, c'était ça en fait mon idée. C'était si un jour la douleur est tellement insupportable, au moins je peux l'arrêter, tu vois.
En fait, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que de savoir que tu peux te poser un cathéter toi-même et d'avoir un flacon de Tazol à la maison, ça te rassure parce que tu souffres tellement Voilà. que tu sais qu'en fait, tu as une J'ai une solution. solution. C'est exactement ça. C'est comme de se dire, t'as un animal qui souffre, t'as de la morphine pour lui. Bah, pour moi, ça faisait partie du panel de solutions, en fait. Est-ce que finalement, le fait de passer à l'acte, c'est vouloir se supprimer ou c'est vouloir arrêter de souffrir? Ah bah, c'est arrêter de souffrir, hein. C'est vraiment ça. C'est une souffrance qui est telle qu'en fait, et puis j'avais peut-être un peu l'image aussi, comme c'était mon deuxième épisode pour moi, en tout cas, c'était le deuxième épisode que j'avais identifié. Je me disais aussi, en fait, si toute ma vie c'est ça, que j'alterne des phases de dépression, je peux pas le supporter, en fait. J'ai pas l'énergie de refournir à nouveau l'énergie de m'en sortir. Donc je veux plus. Comme quelqu'un, par exemple, je compare ça à quelqu'un qui aurait un cancer, il fait une chimio, il se fait opérer, on lui dit c'est bon, vous êtes en rémission, puis paf, il rechute. Bah, il y a des patients, ils disent, bah, moi, je veux plus. Bah, là, ça me faisait ça, en fait. Ça me faisait, non, je sais par quoi je suis passée, je sais qu'il faut que je repasse par ça. J'ai plus envie, quoi. J'ai plus l'envie de me battre, en fait. Ok, c'est même voilà, j'entends l'émotion dans ta voix, c'est très dur à conceptualiser quand on l'a pas vécu. Je vais te poser une question auquel d'ailleurs t'es pas obligé de répondre, sans toi très libre avec ça, mais moi c'est quelque chose qui me hante parce que j'ai perdu un ami comme ça, c'est ces derniers instants en fait. À quel moment, qu'est-ce qui se passe dans la tête au moment où on se dit que cette fois c'est fini, on n'en peut plus et on va vraiment le faire? Mais en fait, on rêve moi, je rêvais de ça, hein. Et mon ex l'avait vu, il le voyait dans mes yeux, pour dire à quel point il était malfaisant. Je me souviens, parce qu'en fait, j'avais souvent des phases où je me déconnectais un peu de la réalité, où je regardais par la fenêtre, en fait, et, euh, et du coup, je me souviens d'une fois, il m'a dit ah, ah, ça va, on dirait que tu as sauté. Il m'avait sorti ça. Mais c'était vrai, en fait, enfin, s'il avait pu lire dans mes pensées, oui, je pensais à la mort, en fait. Et quand tu dis que tu te déconnectais, c'est des formes de ce qu'on appelle la déréalisation ou la dépersonnification? Je pense que c'est ça, en fait, c'est comme si on n'était plus là, quoi. Ouais, c'est ça. Je vais donner la définition du coup pour les auditeurs. C'est une forme de trouble dissociatif, hein. Je crois que c'est très dur à expliquer quand on l'a pas vécu, mais c'est une espèce de dissociation de son corps, enfin du corps et du fonctionnement mental, où on a l'impression d'être devenu un espèce d'observateur extérieur de son existence. C'est exactement ça. C'est comme si tout le reste autour de soi était flou, en fait, où on cherche un échappatoire. Et moi, pour moi, l'échappatoire, c'est de regarder par la fenêtre, en fait. Euh, et du coup, oui, enfin, il y a eu toute une étape toute une durée de planification, hein, où aussi une autre chose qui était importante pour moi, c'est que je voulais pas que, donc j'ai une chienne, et je voulais pas que ma chienne soit là non plus. D'accord. Du coup, ça m'a demandé d'attendre un moment où elle était gardée par mes parents, en fait. Parce que en fait, moi, j'imaginais l'après, et j'imaginais ma chienne toute perdue, à pas comprendre. Ouais. Et autant je m'en foutais que mon ex me trouve, parce que c'était en partie à cause de lui, autant, des personnes, entre guillemets, innocentes, comme mes salariés Oui, bien sûr. Tu as ou ma organisé les fille, choses. je ne savais pas du tout qu'elles endurent ça, en fait. Il y avait quand même la honte aussi. Ouais. Et je m'étais dit, si je le fais dans un autre endroit, ben ça va passer. Sûrement que c'est ridicule, hein, mais je me disais, ça va passer dans le journal ou j'en sais rien. Et j'avais quand même honte. Enfin, c'est un espèce de mélange d'émotions, mais où quand la douleur, elle devient trop forte, en fait, ça passe au-dessus de toutes les tout le choses, tous les reste. freins qu'il y a. Tous les freins. Et puis j'étais extrêmement isolée, hein. Enfin, j'avais la sensation de plus avoir d'amis, à part mes parents. J'avais vraiment l'impression que je manquerais à personne, en fait. Oui, puisque tu étais dans cette dévalorisation Ah permanente. oui.
Et donc tu commets cette tentative de suicide, mais bon, tu sais que c'est un aller sans retour puisque tu utilises de l'eutazole, donc tu sais parfaitement qu'il y a pas d'autre issue. Donc tu fais ça chez toi. Oui. Et comment tu t'en sors? Alors, grâce à la surveillance de mon ex, donc je m'étais mis, donc il me surveillait vraiment tout le temps, donc c'est-à-dire quand je rentrais le midi pour manger, en fait, il m'appelait pour s'assurer que j'étais bien toute seule. En fait, sa préoccupation c'était ça. Il croyait tout le temps que j'allais le tromper, donc il était tout le temps là à vérifier. Il me demandait de me filmer. Enfin, il regardait mes temps de trajet pour aller au travail. Si j'avais mis 1 minute de plus, fallait que je lui prenne en photo le feu qui avait pas passé au rouge. Enfin, oui, des un trucs. contrôle complètement Ah ouais, délirant. non mais c'était. Il a rajouté de la charge mentale où j'en avais déjà bien assez au travail, mais j'avais en plus la charge mentale de le rassurer. Oui. Donc c'était, personne ne peut supporter ça et ne peut vivre ça, quoi. Et donc en fait, donc il y avait des caméras, comme je disais, un peu partout chez moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai perdu connaissance, en tombant, en fait, le congélateur, je m'étais mis dans un angle mort, donc derrière notre frigo. Et en sachant qu'il n'y avait pas de vidéo, c'est ça que tu alors, dis dans un angle mort. il y en avait pas dans chaque coin de la maison, donc je savais où ils verraient pas faire. Donc pour dire, j'avais tout préparé, hein. Enfin vraiment, c'était tout au millimètre. Et du coup, le congélateur s'est ouvert en fait. Et donc il a essayé de m'appeler, j'ai pas répondu alors que d'habitude je répondais parce qu'il m'y obligeait en fait. Et du coup il a regardé les caméras, il a vu le congèle ouvert. Et du coup il travaillait pas très loin, donc il s'est précipité, il a cassé une vitre, il est rentré, il a vu ce qui s'était passé, il a appelé les pompiers en fait. Donc toi tu ne te souviens de rien, t'étais déjà t'avais perdu connaissance. Et du coup, tu avais pas eu le temps de recevoir toute la dose de pentobarbital. En fait, ça, personne n'a trop voulu m'en parler de tout ça. Donc j'ai été en soins intensifs. Parce que t'as fait combien? T'as fait du coma? Alors j'ai fait 2. Alors je crois, mais ça c'est pareil, hein, c'est des choses. Puis j'ose pas en fait demander. Enfin, mes parents le savent, mais c'est des sujets que j'aborde plus avec eux. En fait. Pas, oui. Donc si je me souviens bien, ça s'est passé un mardi. Et après, j'ai des souvenirs. Je sais que j'ai été transférée dans un autre hôpital. Parce que donc de base c'était les soins intensifs, et j'ai été transférée dans un hôpital psychiatrique. Du coup, je crois que c'était le vendredi. D'accord. Et moi, je crois que je me suis réveillée le jeudi, mais c'est très flou. Et je me rappelle de moments, mais je sais même pas quel jour c'était. Enfin, c'est mes parents qui m'ont dit qu'il y a eu 2 jours où j'étais complètement inconsciente, où ils savaient pas s'ils allaient me sauver en fait. Hein. Oui, bien sûr. Et j'ai des flashs, enfin j'ai des trucs dont je me souviens. Je me souviens que quand je me suis réveillée, je leur ai demandé à quel étage j'étais parce que je voulais sauter en fait. Oui, donc oui, bien sûr, parce que tu te réveilles, tes idéations suicidaires, elles sont Ah toujours là. Ton moi je état suis toujours dans le psychique, même état. il Hein. est toujours dans le... Bah oui, Ah évidemment. oui. Et j'arrêtais pas de leur dire, mais je voulais pas que vous me sauviez. J'arrêtais pas de leur dire ça. À tous les gens que je croisais, qui venaient à moi, parce que j'étais complètement alitée. Hein. J'étais pas du tout capable de. J'étais complètement dans le coltard. Je me souviens aussi que alors ça c'est vraiment un épisode très traumatisant. En fait, comme je voulais me barrer en fait, hein, je voulais arracher mes perfusions. Enfin, je voulais tout arracher. J'étais très agitée apparemment et du coup ils m'ont menottée au lit quoi. Oui, d'accord. Donc la première nuit dont je me souviens, c'est une nuit où j'étais menottée. Moi, je suis quelqu'un qui dort jamais sur le dos, donc j'étais paniquée. Enfin, puis c'est un milieu qu'on connaît pas. Enfin, bien sûr. Tu te retrouves dans un truc où t'entends un peu les bruits à côté, mais voilà, c'est vraiment c'est terrifiant. Et je me souviens qu'il y a cette nuit-là où j'étais attachée et que j'étais paniquée. Il y a j'avais pas le droit de boire aussi, alors que j'avais terriblement soif. Et il y a une aide-soignante qui est passée dans ma chambre et puis du coup elle voyait que j'étais pas bien. Du coup elle m'a proposé de me faire un massage, donc je lui ai dit oui. Et puis elle m'a fait sucer un peu des compresses. Un bibédo et puis du coup c'était mon moment de bien-être où c'est une personne dont je me souviens qui m'a fait du bien quoi. Oui.
Et Dans depuis, tout ce marasme, ouais, c'est ça. c'est une petite C'est le seul lumière. moment de bien-être que je me souviens. Et je me souviens que de mon père qui est venu me voir. Mais il y a des tas de trucs que j'ai oubliés, hein, parce que j'ai eu des pertes de mémoire pendant peut-être la semaine qui a suivi, en fait. Beaucoup de trous, de blackout. Je me souviens aussi que il y avait une télé dans ma chambre, mais que je voyais flou. Et du coup, mon père, il me dit, ah, mais t'as qu'à regarder la télé. Et je lui dis, mais je vois pas. Je vois pas bien, en fait. Oui, c'est de la Et du coup, dissociation, ça, effectivement. alors non, enfin, Non? je pense que j'avais vraiment un problème physique et ils avaient peur même que j'ai peut-être des Ah problèmes d'accord, visuels à cause c'était des une produits, en fait, hein. conséquence des Ouais, barbituriques. Oui, ouais. d'accord. Enfin, voilà, après, donc c'était assez, je savais que j'avais toute ma tête, mais beaucoup de choses que j'ai oubliées. Et puis quand j'ai été transférée dans l'autre hôpital, bah pareil, ça, je me souviens pas du tout du transfert, alors que pourtant j'étais consciente. Oui, Mais pour d'accord. moi, mes premiers souvenirs dans l'autre endroit, bah il y a pas de lien entre les deux en fait. Je sais pas dire si j'étais dans une ambulance. Ils m'ont même raconté, donc il y avait une psychiatre du coup dans dans l'hôpital, et pour moi la première fois où je l'ai vue, elle m'a dit mais on s'est déjà vu. Et moi j'ai aucun souvenir de la première fois où je l'ai vue. Enfin pour moi c'était la première fois quoi. Alors que je lui ai parlé, donc j'étais bien éveillée. Et ça c'est assez Impressionnant, quoi. T'as des ouais, trous de enfin, mémoire. c'est très désagréable en fait. C'est comme s'il y avait, bah, j'imagine comme les personnes qui se sont fait violer sous GHB ou des choses comme ça, où ils ont l'impression qu'il y a une partie de la réalité qui leur échappe Ouais, complètement ouais. et comme une espèce d'amnésie, mais qui est Chimique. ouais chimique et du coup on dépend des autres pour nous raconter ce qui s'est passé en fait. Oui, oui, Et d'accord. et il y a une espèce de peur aussi de se dire est-ce que j'ai pas dit des choses que j'aurais pas voulu dire ou tu vois enfin et ça, j'ai jamais trop posé de questions sur ce truc-là. Je m'en suis rendu compte petit à petit quand on me racontait des choses. Je me disais, mais ça, je me rappelle pas du tout. Enfin, je sais pas, je, ça me dit rien, quoi. Et là, comment réagit ton entourage, tes parents, peut-être ton ancien associé? Comment les gens réagissent? Bah, ça, j'en sais. Alors, enfin, sur l'instant, quand j'ai été hospitalisée, franchement, j'ai été coupée bah, mes parents, ils venaient me voir tous les jours. Mon Ouais, ex aussi. Mais lui, il venait pas pour, pas pour me soutenir. Il venait parce qu'il avait peur que je parle, en fait. Parce qu'il ouais. savait très bien, je pense, au fond de lui, que il avait sa part là-dedans. Enfin, il y avait le boulot, mais il y avait lui aussi, quoi. Et donc lui, il venait pour garder son emprise sur moi en fait. Hmm. Donc j'avais mon bourreau qui était encore là. Enfin, ça s'est très très mal passé parce que moi, ce qui s'est passé, c'est que mes parents, bah, ils ont dû signer. En gros, quand j'ai été sauvée médicalement, on va dire, après, il fallait bien que j'aille quelque part. Et donc mes parents ne savaient absolument pas. Enfin, ils n'étaient pas du tout introduits là-dedans, donc ils savaient pas du tout où m'envoyer. Donc ils ont bah, on leur a dit, bah, de toute façon, c'est soit vous l'envoyez dans une clinique privée que vous connaissez, soit elle va dans un hôpital public qui est là pour recueillir un peu les gens qui peuvent pas vivre en sécurité à l'extérieur, quoi. En gros. Ouais. C'est un peu la voie de sortie des urgences, quoi, si tu veux. Et c'est un endroit, c'est horrible, hein. Cet endroit-là, donc on est enfermé. Pour moi, c'était comme une prison, quoi. Ouais. Donc on est Énorme. enfermé au sens propre du terme. Donc les chambres sont ouvertes, mais les lieux sont fermés. On n'a pas le droit de. Donc il y avait un grand parc autour, mais moi j'avais pas le droit. Alors il y avait des patients qui avaient le droit d'y aller, mais pas moi, parce que je pense qu'ils avaient peur que je parte. Je sais pas exactement. Enfin, en fait, ce qui est terrible, c'est que t'as pas toutes les clés. T'es comme dépossédé de tes. T'as plus le pouvoir sur ta vie, quoi. Ouais, Et on te c'est eux prend. qui décident quand tu sors. Ouais. Et tant qu'ils ont pas dit tu peux sortir, tu peux pas sortir. Donc c'est très angoissant parce que on est mélangé des patients qui ont des pathologies complètement différentes. Donc j'avais un petit peu discuté et sympathisé avec des filles. Enfin, alors, on se parlait même pas en fait de nos maladies, hein. Enfin moi il y a aucune des personnes qui étaient là où je savais ce qu'elle avait, mais bah il y en avait où vraiment comme ça. Enfin mon impression c'est qu'elles étaient schizophrènes ou il y en avait une, je sais que, enfin, je devais normalement être dans la même chambre parce qu'en plus c'est pas des chambres individuelles, hein, donc c'est des chambres à deux. Je devais normalement être dans la chambre d'une une femme qui venait de faire une fausse couche,
Donc il pleurait H24. Oh là là. Et puis finalement, ils ont choisi, ils ont décidé de mettre une autre voisine, qui était une jeune fille, je me souviens plus ce qu'elle avait, mais voilà, qui était facile à côtoyer, on va dire, dans le sens où elle faisait pas de bruit et puis elle était pas à hurler ou à pleurer, mais c'est pas un endroit qui m'a fait du bien, quoi. Vraiment, il y a même des gens qui ont fait des trucs illégaux. Donc il y en avait un, il avait pas le droit d'avoir ses habits à lui, il était en pyjama bleu et il était à part pour les repas et il était toujours un peu gardé, quoi, un peu comme si c'était quelqu'un, j'en sais rien, qui avait violé quelqu'un ou je sais pas, mais qui avait fait du mal à quelqu'un, quoi. Ouais, Et qu'on on pouvait était pas enfermés mélanger aux autres, quoi. voilà, c'est ça. Enfin, il n'était pas tout à fait mélangé, mais il était quand même on se croisait, quoi. Et à ce moment-là, ils te mettent en place un traitement. Alors là, il me démarre l'antidépresseur. Et en fait, ce qui est horrible dans cet endroit-là, c'est donc on voit le psychiatre peut-être tous les 2-3 jours, mais pendant peut-être 10 minutes. Mais le reste du temps, il se passe rien en fait. Il y a aucune activité organisée. Et Tu moi, n'as même pas de psychothérapie, quelqu'un à non, qui parler. absolument C'est fou, pas. ça. Non. Il y a 10 minutes d'évaluation avec le psychiatre tous les 3 jours. Et en fait, on est censé discuter de nous-mêmes, aller vers les infirmiers psychiatriques, où il y en a peut-être 3-4 à la fois, mais dans une salle commune. Enfin, je veux dire, il y a rien qui est fait. Et donc moi, ce qui me reprochait entre guillemets, ou pourquoi il me laissait pas sortir, donc j'y suis restée 3 semaines dans cet endroit, parce qu'il me disait que je leur faisais pas confiance, ou je sais plus comment ils avaient formulé ça, mais en gros, parce que je leur parlais pas en fait. Ouais. Donc moi j'avais envie de rire, j'avais envie de leur dire mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi. Enfin, non, mais ce que tu racontes, c'est hallucinant parce qu'on lit dans la presse régulièrement que la psychiatrie en France, c'est le parent pauvre de la médecine, qu'il n'y a pas de moyens et que les témoignages qu'on lit, ça ressemble à ce que tu dis, mais c'est vrai que c'est terrifiant ce que tu racontes. Et bah ça, c'est l'hôpital public en fait, hein, où ils te mélangent toutes les pathologies. Puis on était peut-être j'exagère, mais on était au moins 20 voire 30, avec une télé commune pour tout le monde, qui tournait H24, où t'avais les clips vidéo. Enfin, mais comment veux-tu? Et aucune occupation, rien du tout, absolument rien. Enfin, rien à faire en fait. Donc tu te lèves le matin et tu ressasses. Tu ressasses, tu dors en fait parce que t'as rien à faire. Enfin, si t'arrives à dormir, moi j'arrivais pas à dormir, donc je gardais les yeux ouverts, je restais dans mon lit. Et donc ils m'ont débloqué. Moi j'avais l'impression vraiment d'être en prison, et à la fin je leur disais que je supportais très mal parce que même le bruit des portes qui se fermaient, j'avais l'impression que c'était une cellule en fait. Vraiment, ça me faisait vraiment cette impression-là, et je l'avais verbalisé. Et je pense qu'ils ont enfin compris que il était temps de me laisser sortir et de me transférer ailleurs. Donc en parallèle de ça, mes parents, ils ont fait des recherches. Enfin, ils ont demandé à ma psychiatre avec qui j'avais annulé le rendez-vous, si elle avait des endroits à conseiller autres que celui-ci. Enfin, parce qu'en fait, cet endroit-là, c'est le sas entre le service, on va dire, au long terme et les urgences. Et du coup, ça fait que ils sont pas là pour te soigner, ils sont là, t'es la garderie en fait. C'est la garderie psychiatrique de Lyon, quoi. Ouais, d'accord. Et ils ont pas du tout vocation de nous soigner ou de nous faire avancer par rapport à notre problème. C'est pas du tout ça leur sujet en fait. Et il y a beaucoup de turnover. Oui, donc il y a des personnes qui arrivaient, qui restaient 2 jours, puis qui repartaient. Et puis moi, j'avais l'impression que j'allais jamais partir, quoi. Et il y avait ça faisait comme une espèce d'audience. Donc une fois par semaine, ils passaient les dossiers, puis ils disaient si on pouvait sortir ou pas. Et moi, j'avais l'impression d'être vraiment comme une prisonnière qui attendait sa libération, sa remise de peine, quoi. C'était, pour moi, le sentiment, ce que je vivais, c'était ça. Et heureusement, j'avais mes parents qui venaient tous les jours. Ils m'amenaient ma chienne. Du coup, ça nous permettait de nous promener dans le parc, parce que sinon, je pouvais pas sortir du tout, quoi. Ouais, d'accord. J'avais même pas le droit d'aller chez eux, rien. Enfin, Et tu sais pas pour combien de temps. C'est ça le plus terrible, c'est que vraiment, il y a pas de. C'est pas comme si on me disait bon bah voilà, tu vas rester là 3 semaines puis après tu t'en vas. Là, c'est. Oui, t'as pas d'échéance. Ah non, ça dépend de toi, mais tu sais pas ce que tu dois faire pour qu'ils te laissent sortir. Donc, c'est comme si j'avais pas les règles du jeu. Et donc voilà, ils ont fini par me laisser sortir. Mais c'est là où tu parlais du commissariat tout à l'heure. Voilà. Donc là, quand je suis sortie de là-bas, donc il fallait que j'aille en gendarmerie
pour disculper mon ex et dire que c'était pas lui qui m'avait qui avait commis l'acte, en fait, que c'était voilà, pas exactement. un meurtre ou un assassinat. Et c'est là que le gendarme, il me dit, parce que du coup, il était sur place visiblement pour le jour J, quoi. Et il me dit, oh là là, ah dis donc, vous aviez l'air de souffrir, hein. Qu'est-ce que vous hurliez enfin, que en fait, l'acte d'euthanasie avait été était visiblement douloureux pour moi. Ah, il t'a C'est raconté complètement ça. délirant puisque j'étais dans le coma, donc en fait, je pense qu'il a dit ça pour en pensant que ça allait me dissuader de recommencer, quoi. Je pense que c'était ça son idée, alors que je sais que c'est faux ce qu'il disait, puisque j'étais endormie, donc je ne hurlais pas. Et puis en plus, il me prend vraiment pour une idiote. Je suis vétérinaire, je sais très bien que c'est pas Bien douloureux. sûr, ouais. Donc c'est toutes ces petites maladresses en fait. Oui, qui alourdissent le... Voilà. Et puis où il te demande pourquoi t'as fait ça. Enfin, en fait, c'était intrusif. Sa manière, ils sont pas formés. Ils sont pas Voilà. formés. Voilà, Ouais. ce qui ressort de ça, c'est que c'est une expérience traumatisante en plus de tout le reste, du fait de la non-formation, alors que je pense que la personne qui te pose ces questions-là, elle devrait avoir une formation de savoir comment approcher la personne et comment ne sûr. pas en rajouter une couche, quoi. Parce Ouais, que vraiment, c'était le gros lourdeau où il m'a dit, ah, puis du coup, on en fait quoi? Parce qu'il restait du produit. Et du coup, il me dit, on en fait quoi de ça? Mais Il me dit ça à moi. Il dit, je peux l'amener ouais. au veto de telle ville. Je dis, Un bah manque de non, en fait. délicatesse. Non, mais Ouais, effectivement, voilà. catastrophique. Ouais, la cata. Et tu vois, ça, c'est le genre de choses, bah, je sais pas comment je pourrais faire pour que ça change, mais c'est vrai qu'après tout ça, j'avais pas l'énergie d'écrire encore et de faire une réclamation, mais et ce type, c'était même pas un vieux, hein. Enfin, je sais pas, il avait la trentaine, quoi. Donc, Oui, tu et te puis il a dis que probablement cru bien faire, ah bah bien sûr, mais fait tout à l'envers, quoi. exactement, voilà, il y a rien qui va dans sa manière de faire, mais enfin, c'est ça qui m'attriste le plus, c'est de me dire que ces gens-là, ils se ressentent même pas comme indélicats, quoi, dans leur façon d'approcher les choses, quoi. Donc, sachant que je suis pas certainement pas la première personne, enfin peut-être la première vétérinaire, mais je pense qu'ils ont quand même affaire à d'autres personnes dans des cas comme ça, ou au moins des victimes de violences, ou je sais pas, qui viennent dans ce cadre-là. Enfin, s'il a la même approche, enfin c'est quand même dommage. Bien sûr. Après, on peut pas leur en vouloir dans le sens où nous, dans nos fonctions de vétérinaire, on n'a pas de cours de psychologie, bah eux non plus, quoi. Visiblement, hein, j'ai l'impression, je sais Oui, pas. tout à fait. Bah, déjà, on en parle même pour les femmes qui viennent pour violences conjugales ou pour Ouais, des viols. Effectivement, c'est vrai qu'on parle beaucoup moins de personnes qui viennent pour ce type de choses. Je savais même pas que vous devez aller au commissariat pour ce type de choses. Mais c'est comment, voilà, on recueille des témoignages factuellement, mais aussi dans la bienveillance, quoi. Ça mérite une formation parce que c'est pas du tout inné. bah surtout dans un contexte comme ça où j'étais loin d'être guérie. Enfin, je veux dire, Bien je sûr. sortais juste de l'hôpital pour aller dans un autre, quoi. Donc, c'était Ouais, tout à fait. vraiment la difficulté qu'il y avait, c'est que je venais de changer de prévoyance, ce qui fait que normalement les recommandations des médecins c'était que je sois arrêtée pendant plusieurs mois. Sauf que moi j'étais chef d'entreprise et que je pouvais pas me permettre d'être arrêtée parce que j'étais la seule gérante, j'étais la seule vétérinaire. Enfin, il y avait ma jeune salariée vétérinaire, mais elle était pas autonome. Puis toutes les tâches de gestion, vu que mon associé était sorti de la boucle, c'était moi qui devais les faire. Donc, je pouvais pas me permettre au fait de m'arrêter. Donc, ça a été quelque chose d'assez délicat à gérer. Qui fait que du coup j'ai pas pu être réhospitalisée comme j'aurais dû normalement être hospitalisée en hospitalisation pleine, comme je l'avais été pendant les 3 semaines, mais sauf que là dans un lieu spécifique où il y aurait eu quand même de la thérapie à côté. Donc on a trouvé un compromis avec un hôpital de jour que j'allais consulter 2 jours par semaine, et puis en plus de ça j'allais voir la psychiatre. Donc j'ai repris des rendez-vous avec la psychiatre que je connaissais déjà. Donc j'allais au début peut-être 2 fois par semaine ou au moins 1 fois par semaine, toujours en continuant mon traitement. Et puis du coup c'est ça c'était ça la bonne méthode, quoi, finalement. Mais ce que je trouve délicat, c'est que quelqu'un qui est informé, et ben il sait s'adresser à le bon hôpital, parce que du coup l'hôpital où j'ai été après en journée, c'est un hôpital qui propose aussi des hospitalisations fermées. Donc
ce dont j'aurais eu besoin après être passée à l'acte. Et c'est pas connu en fait ces structures-là. Donc ça fait que la personne donc la famille, une personne qui se suicide, qui fait une tentative de suicide, et ben sa famille, elle sait pas elle est pas outillée en fait pour savoir où amener après cette personne-là de sa famille en fait. Oui, dans Il le y a pas parcours d'aide. de soins, on n'est pas aidé, quoi. Non, on n'est pas aidé. Mes parents, ils savaient pas. Parce que du coup, c'est eux qui ont signé. C'est mon père qui a signé une hospitalisation sous contrainte dans cet endroit terrible dont j'ai parlé avant. Et je lui en veux pas parce que de toute façon, ils lui ont un peu forcé la main. Hein. Je pouvais de toute façon pas rentrer chez moi. Mais cet endroit-là ne m'a pas fait de bien, quoi. Ah ouais, je comprends. Donc c'est assez terrible en fait d'être démuni comme ça. Et puis et ce qui est terrible aussi, c'est que sur ces endroits-là, ceux qui sont bien, il y a des listes d'attente. Et c'était avant Covid. Hein. C'était avant Covid, donc j'ose même pas imaginer maintenant. Parce que moi, j'ai dû attendre 1 semaine ou 15 jours pour pouvoir y aller à l'hôpital de jour, alors que j'en avais vraiment besoin. Enfin. Et ben ils vous disent non, il y a pas de place. Et pourtant c'était à Lyon, c'était pas en pleine campagne, hein. Donc on est quand même bien fourni en hôpitaux. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on lit dans la presse, mais effectivement d'avoir quelqu'un qui le raconte en direct, c'est encore plus impactant. C'est horrible, ouais. Et j'imagine que c'est pire maintenant et que alors que c'est des endroits qui évitent les rechutes. Enfin moi, si on m'avait remis dehors, le premier truc que j'aurais fait, c'est recommencer, quoi. Oui, bien sûr. D'ailleurs, on est rentré en contact parce que je t'ai vu écrire un message sur le groupe de Veto Entraide et cette phrase m'a énormément marquée. T'as écrit que j'ai survécu contre ma volonté pendant plusieurs mois et j'ai mis presque 1 an à regretter mon geste. Oui. Donc effectivement, quand on est dans cet état-là, la seule chose dont on a envie, c'est d'arrêter de souffrir. Tu l'as très bien expliqué. Donc il faut être très suivi. Comment cette année, elle se passe pour toi et comment tu sors de cette envie de mettre fin à tes jours? C'est quand tu commences à ressentir les effets positifs des traitements et de la thérapie. Mais c'est long, c'est très très long. Moi, les traitements, le sommeil, parce que du coup, quand je suis sortie des soins intensifs, puis dans l'endroit, le premier hôpital là. Je sais même pas si je peux appeler ça un hôpital, je sais pas comment appeler ça, mais bon, bref, la psychiatre, elle avait mis en place un traitement assez lourd, hein, où j'avais des anxiolytiques, des antidépresseurs et des somnifères, et t'es dépendant. Hein. Ouais. Et alors, ce qui est aussi terrible, c'est que on t'explique rien là-dessus, on t'explique pas du tout les effets secondaires des traitements ou quoi que ce soit. Donc, ce qui laisse, je pense qu'il fait aussi qu'il y a plein de gens qui veulent pas en prendre parce qu'ils connaissent pas, ils savent pas ce qui peut se passer s'ils prennent ces traitements-là. Et du coup, dans le deuxième hôpital, donc l'hôpital de Lourdes où j'allais, il y avait une psychiatre aussi qui chaperonnait un petit peu tous les soins. Et elle était hyper bien et elle me prenait pas pour une enfant en fait. Et du coup, elle me disait oui, c'est vrai, vous êtes dépendante, donc tout ce qui est somnifère et l'anxiolytique, vous y êtes dépendante, mais vous inquiétez pas, vous arriverez à vous sevrer, c'est pas un problème, c'est pas grave en fait. Oui, là, c'est pas l'urgence, quoi. Voilà, et elle me disait, c'était cool d'avoir quelqu'un qui met les mots dessus, qui dit oui, c'est vrai, parce que du coup, quand tu lis ta notice, je pense que tout le monde fait ça, hein, quand tu reçois surtout des traitements psychiatriques, on lit tous la notice. Et ça fait un peu froid dans le dos quand même, hein, de lire tout ça. Bon, après, si tu lis la notice du Doliprane, c'est pareil. Hein. Oui, pareil, mais bon, là, c'est quand même un truc qui agit sur ton cerveau, donc tu vois, c'est encore une notion différente. Puis c'est pas des trucs très rigolos, hein, les tremblements, puis la dépendance. Quand tu vois, moi, c'est peut-être d'une personne à l'autre, c'est plus ou moins une crainte, mais moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur de pas être dépendante. Quand on te dit tu es dépendante de ton médicament, tu dépends de ça. Je sortais déjà d'une dépendance. J'étais en plein milieu d'une dépendance affective, donc se dire j'ai une autre dépendance. C'est comme la dépendance à l'alcool, ou tu vois. C'est se dire je dépends. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que, les antidépresseurs, c'est un mot qui fait peur à tout le monde, alors que nous-mêmes, en tant que vétérinaires, si on a un animal qui a des ulcères gastriques, ça nous posera aucun problème de mettre un IPP. Donc, quand on a une dépression avec une baisse de sérotonine dans le cerveau, c'est logique de mettre un inhibiteur de la recapture de la sérotonine, c'est de la chimie. Mais en fait, on est même nous soignants, on est opposé à cette béquille chimique parce qu'en fait rien que le mot antidépresseur, c'est un peu comme le mot cancer, c'est juste
trop difficile, quoi. Puis il y a dépression dedans, et puis moi j'avais honte d'aller chercher mes antidépresseurs à la pharmacie. Ouais, ça m'étonne pas. Tu vois, je disais pas, enfin tu vois, je glissais l'ordonnance et j'avais pas envie qu'elle me pose de questions, quoi. C'est honteux en fait. Voilà, c'était vraiment, alors que et maintenant plus, tu vois. Enfin, ça m'est arrivé il y a 1 an d'en reprendre. Et j'en ai discuté, on en a même presque plaisanté avec la pharmacienne qui me disait moi aussi j'en prends, tu vois. Donc je crois qu'en France on bat des records. Ouais, je crois qu'on est les premiers ouais. et parce qu'on fait pas assez le volet psychologie, enfin tout ce que j'ai fait après, que j'ai découvert à l'hôpital de jour, où là vraiment c'est ça qui m'a sauvée, vraiment, qui m'a fait reprendre goût à la vie. Donc t'as eu un accompagnement long et pas si long, c'était 6 mois, mais en 6 mois j'ai beaucoup appris sur moi, et puis c'est un accompagnement qui te donne des clés pour après t'en sortir. Enfin, c'est des outils en fait qui t'apprennent. Donc en fait, le principe, c'est un hôpital où c'est des patients qui souffrent un peu de pathologies comparables. Donc ça, c'est cool aussi de pas avoir c'est en termes de degré d'atteinte lourde, mentale c'est lourde. Ça, exactement. Donc tu peux plus t'identifier à tes voisins de table que le premier endroit où j'étais, où il y avait des gens qui étaient pas du tout il y avait des gens qui me faisaient peur concrètement, que le deuxième endroit. Donc comment veux-tu être serein dans un endroit où t'as peur de ton voisin? Enfin, c'est délirant, c'est quoi. Pas possible. Et du coup, j'ai même tissé une amitié là-bas, où il y a j'ai eu une très bonne amie que j'ai rencontrée là-bas, et en fait on a fait notre premier jour là-bas le même jour, et on avait les mêmes ateliers. C'était le complet hasard, parce qu'en fait tu choisis parmi un panel d'ateliers, ils appellent ça des ateliers, donc c'est encadré par des psychologues donc c'est multidisciplinaire. T'as aussi du yoga, de la sophrologie, il y a de l'art-thérapie. Donc ça peut être différents médias, ça peut être donc il y avait un atelier conte auquel j'ai participé, où on lisait un conte, et puis après on devait un peu dire un peu ce que ça nous faisait, à quoi ça nous renvoyait, et on devait soit réécrire l'histoire du point de vue d'un autre personnage. Donc il y avait aussi des ateliers donc c'est la TCC, donc je crois que c'est thérapie comportementale. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et le principe, en fait, c'est comme un cours, en fait. Donc il t'explique les émotions, et il les décrypte, et ils expliquent même ça rentre vraiment dans les détails pour des gens novices. C'était pas spécifique pour des gens du médical, mais où ils vont te parler des hormones qui sont sécrétées quand tu as telle ou telle émotion que tu ressens, donc la peur, la colère, et du coup, qu'est-ce que ça fait comme sensation physique, pour décrypter par exemple les crises d'angoisse, d'où ça vient, c'est quoi qui se passe dans ton corps physiquement. Et en fait, le principe, c'est de se dire, on explique aux gens ce qui leur arrive pour qu'ils paniquent pas, et aussi pour pas normaliser, mais pour aussi que chacun il explique aussi son expérience de par exemple la crise d'angoisse, et du coup on se sent moins seul, du coup, puisque tu as 10 personnes autour de toi qui disent ah bah oui, moi ça me fait ça aussi, ah bah oui, c'est vrai, ça fait ça, enfin et du coup ça m'a énormément aidé, en fait, et puis aussi de se rendre compte qu'on se connaît mal, et que moi j'avais un espèce de préjugé où je me disais qu'il y avait des émotions que je ressentais peu, comme la colère. J'avais l'impression que j'étais rarement en colère, et en fait je pense que c'est parce que je l'avais vraiment intériorisée, cette colère, et de se dire, enfin le principe c'est de se dire qu'on accepte toutes les émotions, quelles qu'elles soient, positives ou négatives, et qu'elles doivent s'exprimer, en fait, que si tu les exprimes pas, tu vas les somatiser, et c'est là que tu les bloques. Oui, il y a un travail de déconstruction, reconstruction comme il faut, plus d'apprentissage sur toi-même, en fait. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça, j'y pense encore maintenant, pourtant ça fait, c'était en 2019, donc ça fait 4 ans. Mais il y a plein de choses comme ça qui m'ont beaucoup marqué, où ça m'a débloqué des choses, quoi, vraiment. Et le côté multidisciplinaire aussi, qui était très très positif. Et puis en fait ça aide aussi à réveiller des souvenirs, ou réveiller de se dire ah bah tel truc je le vis mal, mais pour quelle raison je le vis mal. Et c'est avec tout ce qui est atelier conte et autres, où tu débusques en fait des causes, voilà, ou des traumatismes. Voilà.
Exactement. Ouais, ça te fait comprendre un petit peu tes réactions d'aujourd'hui, elles viennent d'où? C'est quoi dans ta construction qui a fait que et ce qui est bien, c'est que c'est un peu c'est guidé en fait. C'est pas quelqu'un qui te plaque ses vérités. C'est toi qui trouves tout seul en fait la solution. Donc tu te sens en plus un peu acteur de ta guérison parce que c'est toi qui démêle les choses avec l'aide de quelqu'un qui va te dire ah bah et pourquoi, enfin en fait tu vas dire un truc, il va rebondir en te posant une question et tu vas dire ah mais oui c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça, mais oui effectivement il y a un point commun avec telle situation et ça aide en fait, ça aide énormément de se déculpabiliser, de se dire bon bah voilà, si je réagis comme ça c'est parce que j'ai eu un modèle familial comme ça ou parce que j'ai vécu ça avant, enfin ouais, c'est se comprendre soi, c'est une manière aussi de se dire c'est pas moi qui suis mal fichu de l'intérieur ou qui a un problème, enfin et de comprendre aussi que la dépression c'est pas une maladie mentale en fait au sens strict du terme, dans le sens où c'est réactionnel. Donc c'est quelque chose dont on peut guérir, à la différence de d'autres maladies comme la schizophrénie ou la bipolarité par exemple. Bien sûr. Et du coup, à cause de la réflexion de mon associé, c'est un truc qui m'a hanté longtemps, où j'ai demandé à tous les psychiatres que j'ai rencontrés, et encore il y a peut-être 1 an, je l'ai encore demandé encore à d'autres psychiatres, parce que j'avais besoin d'être sûre, en fait. Parce T'étais que... pas bipolaire. Et non, je suis pas bipolaire. Mais en fait, je l'ai compris quand on me l'a vraiment expliqué avec des vrais arguments. Oui, je comprends. En gros, je peux pas être bipolaire parce qu'à chaque fois que j'ai eu des épisodes dépressifs ou des épisodes où j'allais mieux, c'était connecté avec le contexte. Donc, si j'étais en dépression, c'est que j'avais eu un événement qui m'a déclenché la dépression. C'est pas sorti d'un contexte. Et les moments où j'allais mieux, c'est parce que ma situation s'améliorait. Alors que la bipolarité, c'est complètement aléatoire et ça, il y a aucun lien avec le réel. Ça arrive comme ça part à n'importe quel moment, quoi. Et puis il y a aussi un autre psy qui m'a dit quelque chose qui me parlait. Enfin, en fait, moi j'ai besoin, pour croire les gens, j'ai besoin de vraiment comprendre et qu'ils m'expliquent avec les mots qui me parlent à moi. Et il m'a dit, de toute façon, la bipolarité, c'est un continuum. C'est que et il y avait déjà d'autres gens qui m'avaient dit, mais de toute façon, on l'est tous plus ou moins. Mais ça m'allait pas comme formulation. Et le fait de me dire c'est un continuum, là, j'ai compris le truc. C'est qu'en gros, on a tous cette tendance-là à avoir des phases où bien, pas bien, mais qu'après, voilà, enfin, il y a au-delà d'un certain seuil, ça va être pathologique et handicapant dans la vie quotidienne, et à côté de ça, bah, il y a d'autres, enfin, c'est un espèce d'équilibre en fait qu'il faut trouver et où il y a des points positifs dans le sens où quand on est dans une phase où on est très bien, bah, on va être très créatif, on va être, voilà, moi dans les phases où j'allais bien, bah, j'avais envie de me présenter à l'ordre, enfin, tu vois, pour dire que j'avais c'était des moments très De bons nouveau pour des moi. projets, en fait. Voilà, des projets. Et en fait, un truc qui manque beaucoup quand t'es en dépression, c'est que t'as plus de projets. Et pour moi, la vie, elle valait pas d'être vécue si j'avais pas de projet. Enfin, pourquoi je vis en fait si j'ai pas de Bah oui. projet? C'est Comme pour tout le monde. bah oui. Mais ça, je le ressentais très fort, quoi. Et cette incapacité à faire des projets, c'était un truc hyper douloureux, quoi. Et il faut le redire, c'est un symptôme Oui, de la oui, dépression. exactement. Comme le fait d'être désensibilisé aussi, qui peut passer en plus auprès des gens, ça peut passer pour de l'indifférence. Parce que du coup, quand quand t'as plus trop d'émotions, bah t'as du mal à t'intéresser aux autres et puis à être sincère. Ouais, tu l'as bien expliqué, t'es complètement recentré sur toi-même en fait, replié sur ton mal-être. Sur ton mal-être, ouais. Et du coup, ça pour moi, c'était une source de culpabilité de me dire ouais, mais en fait, tu t'intéresses même plus aux autres. Mais en fait, faut se pardonner pour ça parce que tu te dis, t'as déjà pas l'énergie de vivre toi, alors qu'est-ce que tu veux t'intéresser aux autres, c'est une énergie supplémentaire à fournir que t'as pas, quoi. Oui, et puis tu le dis très bien, ça revient, c'est ça que t'exprimes, c'est qu'en fait tout ça, c'est réversible, il faut le dire, le redire, c'est-à-dire que quand on est soigné, quand on est pris en charge, les symptômes s'atténuent, on reprend goût à la vie, c'est ce qui t'est arrivé, et on redevient une personne qui est capable de faire des projets, qui est capable de s'intéresser aux autres, qui arrête d'être dans une dévalorisation constante. Oui, et c'est vrai que quand la dépression elle a duré longtemps, moi je sais que des fois je me demandais qui j'étais en fait, je savais plus qui j'étais. Alors c'était peut-être lié aussi au fait que j'avais mon conjoint qui
qui m'avait un peu écrasé ma personnalité finalement. Il avait éteint ma personnalité, il avait éteint ma joie de vivre. C'est souvent ce que je disais. C'est comme s'il m'avait phagocyté un peu, comme s'il m'avait sucé ma substance, quoi. Et ça fait que j'avais l'impression d'être une coquille vide. Donc je pense qu'il y avait lui et il y avait la dépression. Enfin, il y avait plusieurs facteurs qui faisaient ça. Et le burn-out aussi. Enfin, moi, comme je suis une combinaison de plein de choses, j'ai du mal à dire qu'est-ce qui vient de quoi. Mais en tout cas, c'est cette multifactoriel. Ouais. Et je pense que pour plein de gens, enfin, pour avoir discuté avec pas mal de gens qui ont fait des burn-out, souvent il y a aussi des combinaisons. Hein. Souvent, c'est on supporte, surtout nous avec notre bagage de prépa et autres, où on nous a un peu appris et conditionné à supporter. Je pense qu'on est des personnes qui supportent très 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 longtemps des trucs insupportables où des gens, d'autres personnes auraient peut-être craqué avant, enfin pour un seul truc. Et nous, on va prendre sur nous jusqu'à ce que vraiment la soupape elle pète, quoi. C'est exactement ça. Ça me fait penser aux conditions dans lesquelles on est rentré en contact, toi et moi. C'est que il y a un suicide récent d'une consoeur dans la profession et tout le monde, évidemment, ça met beaucoup d'émotions et tout le monde rapporte ce suicide aux peut-être quelques instants qui ont précédé en disant que voilà, il y a eu des commentaires très négatifs d'un client, etc. Et en fait, on oublie complètement tout ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire que c'est un processus extrêmement lent de détérioration de l'état psychique, et c'est ce que tu viens de dire. À un moment, il y a un catalyseur, c'est-à-dire quelque chose qui fait passer cette étape. Pour toi, c'était cette formation PCR, mais qu'en fait, ça fait des mois, voire des années que ça dure, et qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut intervenir. C'est bien avant qu'on en arrive là. Et puis aussi, je pense qu'on se leurre soi-même, et moi la première, hein, où comme au premier, je pense les premiers épisodes dépressifs, alors certainement ça dépend d'une personne à l'autre, mais moi en tout cas c'était comme ça, ils passaient tout seuls. Du coup on les minimise et puis du coup en fait on les traite pas. En fait c'est pas parce que extérieurement ça allait mieux et que je refaisais des projets que j'allais mieux en fait. Mon mal-être profond, tout au fond il était encore là et tant que t'as pas coupé ou arraché la racine du truc qui te fait replonger, tu replonges. Donc tu rechutes. Bah oui, et du coup, t'arrives à ce qui m'est arrivé à moi, où c'est la rechute de trop, où tu dis là j'ai plus l'énergie. Et c'est vrai qu'à l'hôpital de jour, j'ai discuté avec d'autres personnes qui avaient ressenti ça aussi, le fait de se dire je m'en suis sortie une fois, mais en fait on croit qu'on s'en est sorti, mais on s'en est pas vraiment complètement sorti parce que et c'est un processus en fait. Voilà, faut l'accepter en fait que ça va peut-être pas être. On a l'impression qu'on s'en est sorti cette fois-là, mais si on rechute, ça veut dire qu'on n'a peut-être pas tout trouvé. On n'a pas tout compris, quoi. Et dans ce cas, faut demander de l'aide et se soigner. C'est ça, ouais. Faut pas se décourager et se dire si j'ai rechuté une deuxième fois, c'est que je vais faire passer, parce que moi c'était une crainte pour moi de dire en fait je vais passer ma vie comme ça à faire des dépressions à répétition et jamais je serai stable. J'avais même dit il y avait un truc aussi qui me minait, c'est sur les paquets d'antidépresseurs, t'as une femme enceinte barrée en fait. Et du coup, moi, j'avais quand même ce projet d'avoir un enfant un jour. Et j'avais dit à la psychiatre, j'avais dit, mais du coup, ça veut dire que je pourrais pas avoir d'enfant. Parce que ça veut dire qu'il va falloir que j'arrête mon traitement. Et j'ai peur d'aller mal si j'arrête mon traitement. Et en fait, elle m'a rassurée. Elle m'a dit, mais non, en fait, déjà, si vous décidez d'avoir un enfant, en principe, c'est que ça va bien dans votre vie. Et puis, les hormones de la grossesse feront que vous irez probablement bien. Et puis, de toute façon, vous pouvez être suivi. Et voilà, il faut pas vous stresser à l'avance. Oui, et puis il faut le dire aussi, en France, on a des unités mère-enfant. Alors, il n'y en a pas assez pour tout ça, mais il y a des unités mère-enfant avec des psychiatres. Et il y a des femmes qui font toute leur grossesse sous antidépresseurs, des antidépresseurs spécifiques. C'est aussi des choses dont on parle pas assez parce que c'est des sujets tabous. Mais il y a plein de femmes enceintes qui prennent des antidépresseurs sans que ça pose question. Enfin, je veux dire, suivi par un médecin qui sait quelle molécule il utilise. Et ça, c'est toi qui me l'as appris parce que j'étais absolument pas au courant. Et pour moi, c'était un sujet de préoccupation. Et je pense que ça peut être un biais aussi pour se faire soigner. Et puis un autre préjugé qu'on a, enfin qu'en tout cas moi j'avais sur les antidépresseurs et que j'ai entendu aussi de la bouche de collègues, c'est les gens pensent que les antidépresseurs ça endort ou ça altère tes facultés cognitives ou et en fait, enfin mon expérience personnelle c'est que c'est l'inverse.
pour moi, ce qui me grillait le cerveau, c'était la dépression. Ce qui faisait que j'étais sans énergie, endormie et même voilà, enfin il y a eu des phases où j'étais incapable même de regarder un film, même ça c'était trop pour moi parce que j'arrivais pas à me concentrer sur l'histoire. Même une série de une demi-heure, je comprenais pas ce que je voyais en fait, tellement mon cerveau était Ne marchait grillé plus. quoi. Ouais, c'est ça, où t'as l'impression que les idées ne se coordonnent plus et que du coup ça t'enlève toute source de plaisir parce que tu peux même pas. Moi j'aime beaucoup lire, bah je pouvais pas lire parce qu'en fait j'avais pas de plaisir à lire puisque je lisais une demi-page puis j'étais obligée de reprendre parce que j'avais lu mais sans comprendre, sans mémoriser, sans. En fait, ton cerveau il devient inapte à toutes les tâches qui sont pas prioritaires comme manger, boire et même dormir. Tu t'arrives pas. Enfin, même les tâches prioritaires tu les fais pas. Donc les tâches de loisirs c'est beaucoup trop quoi. Et des fois, je pense que les gens ils croient que c'est la dépression qui fait. Enfin, c'est les médicaments qui font ces effets-là. Et alors qu'en fait non. Pour moi, c'est la maladie. Enfin, je suis assez. En tout cas, dans mon expérience à moi, c'était ça. C'est la maladie qui me rendait comme ça un légume entre guillemets. Et c'est les médicaments qui m'ont permis de recouvrer mes fonctions, en fait. Et on en revient au principe actif d'un médicament. Oui. Il y a plus de sérotonine dans le cerveau qui permet qui provoque tout un tas de symptômes. C'est une béquille chimique qui permet de rehausser le niveau de sérotonine. Voilà. Oui, je sais qu'il y a d'autres familles d'antidépresseurs, mais peu importe. En tout cas, on en revient à ce truc hyper terre à terre de, bah oui, on met un traitement médicamenteux pour soigner des symptômes, en fait. Et c'est plutôt, et pour le coup, enfin, donc les antidépresseurs, faut les prendre très longtemps. Donc souvent c'est plusieurs mois. Moi, dans mon cas, alors il y a eu des moments où je les ai arrêtés sur avis médical et que j'ai dû les reprendre. Et en fait, et ben ça, enfin, je voyais bien la différence et quand je les reprenais, bah ça m'évitait d'avoir envie de me foutre en l'air en fait. Hein. Enfin, tout bêtement, hein. C'est juste que ça résout pas ton problème. Il faut faire une psychothérapie à côté et Voilà. démêler, mais Mais ça ça te t'aide. permet d'avoir les idées claires pour pouvoir parler et aligner deux pensées quoi. Parce que en fait, c'est ça qu'ils te disent les médecins, c'est qu'ils te disent prenez vos cachets parce qu'en fait, tant que vous dormez pas et tant que vous êtes pas en état de réfléchir sur des choses, bah on peut rien faire en fait. Enfin, Oui, on pourra pas avoir un échange constructif. Ouais, voilà. c'est ça. Alors ça sert quand même parce que ils te permettent d'évacuer tes ressentis et tout ça et de sortir ce que t'as et puis aussi ça permet aussi aux médecins, je pense, de se rendre compte à quel point, enfin où t'en es quoi, dans quelle échelle t'es et pour pouvoir faire le suivi et se dire ah bah là elle a franchi un cap, elle va mieux. Mais ouais, enfin, je pense qu'il y a beaucoup et je l'ai entendu de personnes proches qui me disaient non, moi je veux pas prendre de médicaments, enfin je préfère aller chez le psy que prendre des médicaments, mais je pense que c'est pas, ça veut pas dire que c'est plus grave ou ça veut pas dire que on est plus gravement atteint si on prend des traitements, ça veut dire on va peut-être récupérer plus rapidement en fait. Ouais, c'est ça. Puis les deux peuvent Les être deux faits de combinés en concert, fait, c'est une quoi. synergie. C'est comme si on disait je sais pas moi, un animal qui a de l'arthrose, je veux pas lui donner d'anti-inflammatoire, je vais juste lui donner de la nourriture. Bah ça va peut-être, enfin du JD, Ouais. bah ça va peut-être suffire au début, mais pas. Il y a des stades où il faudra les deux et que c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en fait. C'est ça qui fait que ça fonctionne et qu'on va s'en sortir quoi. Alors j'ai encore quelques questions, notamment sur comment tu reprends le travail. À quel moment tu te sens capable de reprendre le travail? Bah je me sentais pas capable. Hein. Enfin moi, c'est ça le drame, c'est que j'ai repris le travail alors que j'étais pas prête. Hein. Franchement, surtout dans un contexte comme ça. À cause de cette histoire de chef d'entreprise et de prévoyance dont tu parlais tout à l'heure. Exactement, ouais. Donc ça a été dans la douleur. Alors pour donner des exemples concrets de choses qui étaient très compliquées, c'était juste d'ouvrir ma boîte mail et de lire un mail et de le gérer, enfin de faire ce qu'on me demandait dans le mail. Ça me faisait des crises d'angoisse quoi. Et donc t'étais pas prête du tout quoi. Non. Donc du coup bah mes béquilles, ça a été mes salariés où j'ai délégué des choses donc à mes assistantes ou des choses qui m'angoissaient beaucoup, c'était par exemple des choses qui peuvent paraître vraiment anodines. Hein. Ça va être par exemple, j'avais la déléguée Boehringer qui voulait que je lui donne mon prévisionnel de commande pour l'année de Broadline. Il fallait que je lui dise mon plan de commande en fait, et rien que ça me paniquait. Et du coup, bah voilà, enfin, j'essayais de déléguer un peu où elle m'avait dit ah bah si tu veux, enfin, il y en avait une qui savait en fait ce qui s'était passé. Elle m'avait dit mais je te fais comme l'année dernière, t'angoisse pas avec ça. Elle faisait à ma place quoi. Et c'est comme ça que j'ai repris. Puis après,
on reprend confiance en soi et on se dit bah si finalement ce qu'on savait faire avant, on sait toujours le faire, ça va aller, mais au début c'est une grosse angoisse. Et t'as mis combien de temps à te ressentir de nouveau à même de travailler Bah en septembre, je pense. Donc ça arrivait en février, en septembre, ça a pris presque 6 mois. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Et t'as repris le travail combien de temps après, au tout début Au mois de mars. Mi-mars peut-être, Oh la vache. un mois et demi après. C'est très court. Ouais, très très court. Même si c'était à petite dose, c'était quand même pas, c'est pas fun, hein. Okay. Quand c'est une partie de ton problème, c'est vraiment pas. Et ce qui m'a permis vraiment de m'en sortir, bah, c'est de prendre la décision, parce que du coup, on était dans ce contexte-là de valorisation de la clientèle et tout ça. Et bah, il y a un moment où je me suis dit, non, mais en fait, j'en veux plus de cette clinique. Enfin, le fait de m'autoriser à me dire, en fait, t'as le droit aussi de plus en vouloir et de changer ton fusil d'épaule, surtout avec ce qui s'est passé. Donc, ça fait que j'ai contacté mon associé. Je lui ai dit, bah, moi, je me sens plus de racheter. Donc, si tu veux, je te vends mes parts. Elle m'a dit non, mais moi non plus. Du coup, on a vendu toutes les deux à une autre structure. Et dans la foulée, j'ai quitté mon compagnon toxique. Donc, t'as vraiment fait table rase. Voilà, j'ai tout recommencé en fait. Et c'est ça qui m'a permis vraiment de m'en sortir. C'est vraiment. Mais ça a été très très long, hein. Même pour me rendre compte que mon conjoint était à quel point il était toxique. Enfin, je l'ai réalisé en écoutant des podcasts sur les pervers narcissiques, où ça m'avait fait l'effet miroir en fait d'avoir l'impression que la personne racontait ce qui se passait chez moi et d'entendre un petit peu son cheminement intérieur et de voir comment elle décortiquait tout ça. Je me suis dit mais en fait toi aussi c'est pas normal ce qui te fait. Comme en général les conjoints maltraitants ils minimisent ou ils vont culpabiliser la victime et c'est exactement ce qui se passait. Et en fait de voir que c'était un mécanisme qui était bien connu et qui était identifié et de voir que j'étais dans une spirale où c'était pas ma personnalité, enfin oui c'était ma personnalité mais c'était pas ma personne qui était à l'origine mais que c'était un fonctionnement en fait, c'est un mode de fonctionnement qui est toxique. Bah ça m'a un peu sorti du truc et ça m'a sorti de son emprise en fait, plus tout ce qui avait été fait, toutes les petites phrases, les petits mots de mes psys où sur le moment j'ai pas analysé en fait ce qu'elle me disait, je l'ai reçu mais pas analysé. Bah c'est ça qui m'a sorti. Donc je pense se dire aussi que quand on est une personne autour de quelqu'un qui va mal ou qui est où on voit bien que son système ou son fonctionnement est mauvais, et des fois, je pense que ça peut être un peu fatigant pour la personne qui arrête pas de répéter, mais tu devrais faire enfin, qui essaie de donner des conseils ou de donner son ressenti, et puis que la victime, elle va un peu balayer ça en disant mais non, tu te trompes, c'est pas vrai. Mine de rien, même si on a l'impression que la personne n'entend pas, elle entend quand même. Ouais. C'est juste qu'elle est pas prête à rétrospectivement, elle pourra reprendre ce qu'elle a entendu et l'analyser. Ça sert en fait, ça sert toujours d'essayer d'aider les autres et de même si on a l'impression qu'on sert à rien quand on dit des choses où de semer des graines en fait. Oui, en fait, faut pas. Je pense que l'erreur des fois que peuvent faire les gens, c'est de se dire ça me regarde pas, je m'en mêle pas, ou elle a pas envie de mon aide. Et même si on rejette les gens, et ben en fait, on a besoin d'eux, hein. Enfin, faut pas les laisser s'isoler, quoi. Oui, d'accord. Même en tant que collègue, si on voit une collègue qui va pas bien, faut pas se dire je vais l'embêter à lui dire tu vas pas bien, parce que en fait, au bout d'un moment, ça fait du bien de voir que moi j'ai eu des marques de soutien de personnes. Rien que d'avoir, même si je refusais leur proposition, ça me faisait du bien qu'elles me le proposent quand même. Donc ça, c'est hyper précieux en fait, de sentir qu'on est apprécié des autres. Ça, c'est de dire aux gens, mais nous, enfin même si on voit qu'elle est triste, de lui dire on t'apprécie, tu comptes pour nous. Ça, c'est hyper précieux aussi, je trouve. Ouais, effectivement. Et du coup, donc tu mets tu vends ta clinique, tu te sépares de ton ex, et là tu te retrouves à avoir vraiment du temps pour toi et pour réfléchir à ce que tu veux pour la suite. Quelles sont tes réflexions à ce moment-là pour le côté professionnel? Alors pour le professionnel, c'est de me dire que j'ai envie de me reposer entre guillemets de toute la partie gestion et que alors j'ai quand même je pas renoncé, hein. Enfin le poste que j'ai pris après, donc c'était dans une autre région et c'était en vue d'association, donc pas sur le court terme mais peut-être au bout d'un an si entente mutuelle.
Donc j'avais quand même pas abandonné le truc, j'avais quand même envie. Je m'étais pas dit non, finalement, le libéral c'est pas pour moi. C'est pas un truc auquel j'avais renoncé. Mais en même temps, je me disais, bah c'est bien. Enfin, ça va me faire du bien en fait d'être salarié, de pas avoir à me soucier de rentrer du chiffre d'affaires ou de gérer des salariés. Voilà, je me suis dit, ça va être mon année de transition, de repos. J'avais vu comme ça. Puis il y a eu le Covid, donc ça n'a pas été simple. Pas simple. Donc j'ai fait une petite rechute à l'automne qui a suivi. Bah pour plein de raisons, hein. Enfin aussi parce que du coup ce conjoint maltraitant, j'avais porté plainte contre lui, puis du coup il y avait l'audience en fait qui se trouvait à l'automne et en fait j'appréhendais énormément ça. Donc j'ai rechuté à ce moment-là. Et puis parce que professionnellement, voilà, j'ai eu aussi des problèmes de harcèlement. Enfin voilà, ça a été assez compliqué après professionnellement. Donc ça fait que j'ai rechuté, mais là comme j'avais mon background où je savais ce qu'il fallait faire, et puis j'avais aussi mes parents qui veillaient un peu au grain aussi, hein, et je pense que comme c'était déjà arrivé, très rapidement je leur ai dit en fait, je les ai appelés à l'aide assez vite. Quand j'ai senti que j'allais pas bien, j'aurais dit non là je vais pas bien, je sens que ça revient, ça va pas. Et du coup j'ai repris très vite un traitement et puis ça m'a quand même. Et puis j'ai retrouvé une psy dans ma nouvelle région qui était très bien aussi. Donc ça, c'est un apprentissage Ouais, de ton fonctionnement que tu as tiré et qui fait que tu te fais plus avoir, quoi. Voilà, c'est ça. C'est aussi ça que je voulais partager, c'est que même si j'ai rechuté après, j'ai rechuté beaucoup moins dur et même si c'est dur hein, de rechuter et que je me dis maintenant intérieurement, je me dis bah peut-être dans quelques années, j'en sais rien, tu peux pas jamais savoir ce qui va se passer dans ta vie et je sais que voilà, c'est quand même un mode de fonctionnement que j'ai de me dévaloriser quand il se passe un truc ou de me rendre responsable pour des choses extérieures. Donc je sais que ça peut m'arriver, mais maintenant je sais quoi faire en fait. Et ça change tout. Hein. Ça change tout. Ouais. Oui, bien sûr. C'est vraiment. Et du coup, on le vit beaucoup moins mal. Et puis en plus, je sais m'entourer. Maintenant, j'ai mon réseau aussi de professionnels de santé mentale. De confiance. Voilà, de confiance. J'ai des amis aussi qui sont au courant de mon parcours et du coup à qui je peux en parler. Bah, j'ai cette amie que j'ai rencontrée dans l'hôpital aussi où quand elle rechute ou moi je rechute, bah, on discute beaucoup et puis on s'entraide et voilà. Et le fait d'avoir dans son cercle des personnes qui comprennent ce que tu traverses, bah, c'est très aidant. Bien sûr. Ouais. Et est-ce que par ailleurs, tu as mis en place des choses dans ton quotidien non professionnel, du coup, qui t'aident à aller bien? Je sais pas, une espèce de routine quotidienne, des loisirs spécifiques Alors, bah, ce que j'ai appris de cette expérience, c'est qu'il faut pas tout investir dans le professionnel. Donc moi, ce que je le faisais aussi parce que j'étais malheureuse dans ma vie perso. Donc c'est aussi pour ça hein, que j'ai tout reporté sur le pro parce que je me disais bah ok, t'as une vie perso pourrie, mais au moins t'as ta vie pro qui fonctionne. Et le problème, c'est quand après la vie pro, elle va plus, bah après on n'a plus rien. Et c'est aussi ça qui a fait que j'ai plongé comme ça en 2019. Et là, c'est vrai que maintenant, et du coup, c'est pour ça que c'est douloureux pour moi de lire des fois sur les groupes Facebook des vétos qui vont dire ah ouais, les jeunes ils pensent plus qu'au loisir. Mais en fait, c'est ça le secret de se sauvegarder du burn-out et de la dépression, c'est ça. Une soupape. Ouais. Et c'est ça que j'ai appris aussi parce qu'au début, en fait, ce qui est terrible avec la dépression, c'est que tu prends plus plaisir aux loisirs que t'aimais avant. En fait, t'as l'impression qu'il y a plus rien qui est bien. Donc même les trucs que t'aimais faire avant, bah tu les aimes plus, t'aimes plus rien en fait. Il y a plus rien qui te fait du bien, qui te fait plaisir. Donc ça, c'est un long apprentissage à réapprendre, à prendre du plaisir. Et du coup, il y avait une petite méthode toute, ce qui peut paraître un peu bébête, mais il nous avait donné comme petite astuce de se trouver 3 kiffs par jour et du coup de se les nommer vraiment. Donc soit de les écrire sur un carnet, soit de se les verbaliser et de se dire bah voilà aujourd'hui, bah par exemple on est à la fin de la journée, bah il y avait quoi d'agréable aujourd'hui quoi. Et c'est en fait l'intérêt c'est d'entraîner son cerveau à voir le bon. Parce que en fait, notre cerveau, il est entraîné à voir les trucs négatifs. C'est une histoire de cerveau primitif, non? Ouais, c'est ça. Hein. C'est l'évolution en fait qui fait qu'on est entraîné à voir ce qui va nous tuer quoi. Et du coup, c'est pas, ça paraît con hein, de faire ça, mais quand tu vas mal, bah t'as du mal à les trouver les 3 trucs. Hein. C'est hyper difficile. Et du coup, bah c'est un truc. Même tout ce qui est sophrologie, c'est s'ancrer dans le présent. Donc ça, c'est aussi des techniques qui t'apprennent à sortir de tes états à anticiper une crise d'angoisse et à la désamorcer. Donc ça, c'est des outils aussi que j'utilise au quotidien et ils t'apprennent à apprécier les bonnes choses et à les ancrer en toi.
Donc l'idée aussi, c'est quand t'es moi, mon dada, c'est la rando, c'est beaucoup les voyages. Et quand je suis dans un lieu vraiment où je me sens hyper bien, c'est de prendre des grandes inspirations et puis de se le réaliser intérieurement, de se dire là, je suis très bien. Et ça te permet d'ancrer ton souvenir et d'y faire appel quand t'as des moments moins bien. Tu dis ah là, il y avait ça qui était hyper chouette, quoi. Et de se dire puis même là, avec le recul, je me dis tous les trucs super sympas que j'ai vécu depuis que j'ai failli mourir, c'est quand même cool, quoi, que ça ait raté finalement. Je suis Oui, c'est des contente. petits outils Ouais. qui au quotidien te permettent de voir le verre à moitié plein. Voilà, c'est ça. Et aussi, maintenant, un truc que je ne voudrais plus faire, c'est de travailler à fond de balle. Là, je suis dans un projet à nouveau de création. Je vais m'instaurer et j'ai même averti mes proches en leur disant, il faudra bien me dire si vous voyez que je commence à virer, à trop investir dans le professionnel et à plus garder de temps perso. C'est vital en fait Tu vas te mettre des garde-fous en fait. Voilà. Aussi, un autre truc aussi qui m'a beaucoup aidé, c'est de commencer à fréquenter des personnes en dehors du cercle vétérinaire. Parce qu'avant, je fréquentais quand même beaucoup d'anciennes collègues et je sortais pas trop de ce cadre-là. Et le fait donc, ça demande un effort, mais c'est un effort qui paye bien de s'inscrire à des activités dans sa région, en fait. Donc, moi, comme j'arrivais dans une nouvelle région, j'ai rencontré de nouveaux voisins. Donc, j'ai fait un peu cet effort-là d'aller vers les autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait une soupape. Le fait de discuter avec des gens d'autres professions, d'écouter leurs problèmes à eux, en fait. Ça te sort de tes problèmes à toi. Ouais, bien sûr. Ça t'ouvre. Ah ouais, carrément. Et ça, c'est vraiment ça qui m'aide, en fait. Ouais, c'est pas du temps perdu, en fait, le temps libre. C'est du temps de vie, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et j'écoute beaucoup, je suis beaucoup la page de Colline Musel, et qui discute beaucoup de ça et des mots et de comment on appelle les choses, le temps libre et de ce que ça dit en fait du reste du temps. Ça veut dire que le reste du temps on est enfermé. Et je trouve que on s'enferme un peu dans une réalité où on se dit que ce qui est valorisé, alors je sais pas si c'est en France ou si c'est, je pense qu'il y a d'autres pays aussi où c'est comme ça, où le travail est surinvesti et a une place beaucoup trop grande. Malgré qu'on passe pour les feignants apparemment parce qu'on part à la retraite avant les autres, mais moi c'est pas l'impression que j'ai l'impression que on n'existe que par son métier. C'est le truc qu'on te demande quand tu rencontres quelqu'un, on te demande ce que tu fais dans la vie, quoi. Et ce que tu fais, on veut dire ton métier, hein, on veut pas dire ce que tu fais comme hobby. Et on le fait tous. Bah oui, et parce qu'on est dans ce système-là, mais oui, tout à fait. Et c'est un truc qui t'enferme en fait dans ta fonction où on te dit t'es veto, c'est ça ton identité. Moi, c'était devenu mon identité. Et de sortir de ça, c'est ça qui sauve un peu, je pense. Oui, c'est très clair. Alors j'ai une autre question que je pose à chaque fois, mais qui a une résonance particulière au vu de la thématique de cet épisode. C'est qu'est-ce que tu as envie de dire aux confrères et aux consoeurs qui nous écoutent en ce moment et qui sont en dépression et qui parfois ont des idéations suicidaires? J'ai envie de leur répéter ce que tu as dit à un moment donné, que c'est un symptôme et que ça passe, que ça veut dire qu'ils sont ils sont dans qu'ils ont peut-être ils sont un peu négligés finalement, qu'ils ont un petit peu ils ont pas écouté leur voix intérieure qui leur disait ça va pas, je suis pas bien, je suis fatiguée. Et on a tendance à minimiser des choses et puis à se pousser trop en fait, et que c'est pas quelque chose de permanent. Maintenant, j'ai plus du tout d'idées suicidaires depuis bien longtemps et je suis très contente de vivre et j'apprécie la vie. Donc de se dire que c'est pas irrémédiable, voilà, qu'il y a des solutions et que je suis vraiment intimement convaincue que c'est vraiment quelque chose de chimique. C'est vraiment un déséquilibre qui provoque un fonctionnement, mais comme c'est quelque chose d'invisible aux yeux des autres, on a tendance à pas vouloir l'exprimer. Ça fait partie des maladies chroniques invisibles qui sont douloureuses parce que et honteuses. Oui, honteuses. Et en fait, on se rend pas compte qu'il y a énormément de gens qui sont touchés. Je me souviens plus des statistiques, faudrait qu'on retrouve.
Mais Ah oui, je et crois puis que c'est absolument énorme. ouais, Ouais, tout à fait. je sais pas si c'est pas je dis peut-être une bêtise, mais il me semble qu'il y a une personne sur deux en France qui va un jour avoir un épisode dépressif. Oh, ça m'étonnerait Il pas me semble d'effectivement que vérifier ce chiffre, c'est de mais c'est cet pas. ordre-là. Enfin, c'est Mmh. absolument pas. Donc, on n'a pas à avoir honte, en gros. Et ce que tu Et dis, c'est que c'est réversible et que c'est pas une ouais, fatalité et qu'on peut se non, soigner, quoi. oui. Et puis, de pas hésiter, de pas minimiser ces symptômes aussi aux autres en se disant je vais leur faire peur parce qu'en fait, et à la fois je dis ça, mais en fait, c'est pas ce que j'aurais réussi à faire en fait. De Oui, pas mais se blâmer en fait. là, la voix que tu portes, c'est que toi, tu l'as vécu, donc Oui, tu donnes pas des conseils comme ça au hasard, tu l'as vécu de l'intérieur. Donc, s'il y a bien quelqu'un qu'il faut croire sur ce sujet-là, c'est bien toi, c'est quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur. C'est ça que mmh, je trouve assez fort. Donc oui, probablement qu'on n'est pas en état de faire tout ce que tu dis, mais quand on l'entend et qu'on se dit, parce que ce que tu es en train de dire là, c'est si vous avez des idéations suicidaires, bah, vous en parlez. En fait, ah, surtout, il faut voilà. en parler parce qu'il faut agir et que c'est grave, en fait. Et quitte à l'édulcorer parce que moi jamais j'aurais été capable de dire j'ai des idées suicidaires, mais Mmh. rien que si vous dites, souvent on dit j'ai des idées noires, bah rien que ça les gens ils comprennent. Comprennent. Ou juste dire ça va pas, je me sens pas, je me sens déprimée, bah rien que de dire ça, je pense que ça quand même ça attire un peu l'attention et la sympathie. Enfin, j'ose espérer que voilà que les collègues ou l'entourage va du coup venir un peu en aide. Et c'est comme de tendre la main en disant à l'aide un peu. Enfin, le à l'aide, même si c'est un petit truc, et ben c'est quand même bien déjà. Enfin, c'est bien tout ce qu'on arrive à dire plutôt que de se renfermer, de ne plus parler du tout. Parce que moi j'ai eu des périodes comme ça où j'étais mutique. Hein. Mmh. Et une personne qui parle plus du tout, alors que pourtant je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Hein. Enfin moi c'est vraiment ma personnalité, c'est de parler beaucoup. Donc ouais voilà, enfin d'essayer de dire ce qu'on arrive à dire, mais voilà, même si c'est des petites choses, de pas se dire oh mais ça sert à rien, ça sert toujours. Oui, Ça bien sert sûr. toujours, c'est un lien vers la vie en fait, le lien aux autres, c'est ça qui te sort de ta bouise. Bah, écoute, c'est important de le dire et de le redire. Est-ce que s'il y a des consoeurs, ces mêmes consoeurs, ces mêmes confrères qui peuvent souffrir d'une situation difficile, est-ce qu'ils peuvent te contacter? Oui, oui, ils peuvent me contacter. Euh, Ils peuvent me contacter alors bah, par mail ou par Insta. J'ai un compte Insta. Alors c'est underscore DELPH underscore INE point underscore. Impeccable. Et évidemment, par mail, vous pouvez nous envoyer des mails sur podcast@themavet.fr et on les retransférera à Delphine. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié et que tu voudrais ajouter? J'aurais pu parler encore pendant longtemps, mais C'est c'est un le sujet qui est plus long inépuisable. enregistrement que j'ai fait, mais je pense que ça en valait largement la peine parce que c'est hyper important. Mais en tout cas, je suis contente de témoigner. Ça n'a pas été une démarche facile, mais je l'ai fait déjà à plusieurs reprises. Donc lors d'interviews, enfin il y a eu l'interview de France Inter, et enfin voilà, je le fais aussi en me disant que moi ça m'a aidé. Ce qui m'a sorti vraiment de mauvais mécanismes, ça a été d'entendre des histoires similaires. Donc j'ai envie de rendre ça un peu de mon côté et d'apporter ma pierre en me disant peut-être quelqu'un qui écoute mon histoire et que ça ressemble un peu à sa vie, ça peut lui servir un peu de piste et de voir qu'il existe des choses en fait, mais des fois c'est pas facile d'accès. Mais voilà, même s'il y a des personnes qui veulent me contacter pour savoir, ou même on peut les mettre dans les ressources, le centre où j'ai été bien aidée, où il y avait des ateliers spécifiques qui étaient vraiment très bien. Ouais, tout à fait. Voilà, Hésite pas à me le communiquer, on pourra le voilà, rajouter dans les commentaires. voilà, Oui. ça je peux le communiquer ou voilà, enfin, c'est se dire c'est pas facile d'avoir de l'aide, mais il y en a et que voilà, faut pas se décourager et aussi même par rapport au psychologue, au psychiatre, qu'on trouve pas tout de suite toujours la bonne personne, mais que voilà, ça demande beaucoup de courage de prendre un rendez-vous et moi j'ai mis des fois des mois à prendre des rendez-vous, mais on finit toujours par trouver quelqu'un qui va nous aider quoi. Il y a des gens dont c'est le métier et qui sont très forts pour le faire. Et vraiment, j'ai rencontré plein de psys que je remercie. Enfin, souvent, je leur renvoie à la fin de la thérapie.
ça m'arrivait plusieurs fois d'envoyer des mails de remerciements en leur disant, parce que je mesure en fait l'impact qu'ils ont eu, quoi. Alors que aux premières séances, je me disais ça sert à rien, j'y vais mais ça sert à rien. En fait, on n'est pas du tout lucide sur l'apport des psys, parce qu'on a l'impression que c'est juste parler, mais c'est pas juste parler. C'est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça, oui. Oui. Bon, en tout cas, c'est très courageux de ta part d'avoir pris la parole sur ce sujet en incarnant le récit, et ça c'est important parce que on peut lire des articles sur ces sujets où on parle des autres, mais en fait là, c'est toi qui racontes ta propre histoire, c'est un impact bien plus important. Je suis un peu émue, je suis désolée parce que c'est à écouter, c'est pas facile. Oui. Je suis heureuse que tu sois encore là pour nous la raconter, cette histoire, parce qu'il s'en est fallu quand même de peu. Et merci de nous avoir aidé à mieux comprendre ce qui se joue, et merci pour tous ces mots d'espoir aussi. Et puis il y a beaucoup de merci, mais merci aussi pour la confiance que tu m'as accordée, parce que je suis très honorée d'avoir recueilli ton témoignage, et je suis sûre qu'il aidera nos consoeurs et nos confrères qui souffrent. Donc je te dis merci encore et au revoir Delphine, et très belle continuation. Merci Marine de m'avoir donné la parole en tout cas. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser, et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée, et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.